Devenir dev est un chemin que chacun fait à sa manière. Si nous avons déjà évoqué ici les chemins traditionnels passant par une formation ou des chemins individuels empruntés par les autodidactes, il reste des chemins plus longs de celles et ceux qui ont eu d'autres vies avant d'être enfin appelés vers ce métier. Car oui, que cela vienne quand on est enfant ou plus tard, ce métier est une vocation. Mais alors, comment rattraper le temps ? Nos anciennes vies peuvent-elles avoir de la valeur ? Et surtout, si ma vocation est arrivée plus tard, est-elle aussi intense ? Pour répondre à ces questions de chemin, je ne reçois pas Sœur Emmanuelle ni Mère Teresa, mais elles s'y connaissent en vocation. Elisabeth et Claire, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Elisabeth, Claire, que vous pourriez vous présenter pour les gens qui ne vous connaîtraient peut-être pas. On va commencer par Elisabeth. Absolument. Alors, je m'appelle Elisabeth Feinstein, je suis développeuse full stack depuis à peu près 7 ans. J'ai pas toujours été développeuse. À l'université, j'ai étudié la littérature et la biologie. Ensuite, j'ai eu une première vie où j'étais éditrice scientifique et scolaire. Et j'ai traumatisé, et je traumatise encore, puisque c'est encore sous presse, quelques enfants avec des cahiers de vacances notamment. Et ensuite, j'ai embrassé ma vocation de développeuse. Et c'est un métier que j'exerce avec joie et passion depuis tout ce temps. Okay. Alors pour ce qui est du traumatisme, je me tiens quand même à ajouter à l'antenne que mes 4 filles adorent leur cahier de vacances, donc il n'y a pas de traumatisme de ce côté-là. Bah écoute, je suis ravie de savoir qu'il y a au moins 4 enfants en France qui sont OK avec ça. Et toi, Claire ? Alors moi je m'appelle Claire, je suis développeuse depuis plus ou moins la pandémie, plutôt un peu avant d'ailleurs, c'est une coïncidence extraordinaire. Et je n'ai pas été toujours développeuse, c'est comme Elisabeth, j'ai commencé très loin aussi par de la littérature médiévale pendant mes études, et puis j'ai travaillé j'ai fait de la gestion de projets internationaux, je suis devenue enseignante et puis finalement traductrice. Et j'ai fini par décider que la technique, c'était important et je me suis lancée. Ok. Alors du coup, on se voit aujourd'hui pour parler effectivement de... alors le sujet d'origine, c'était comment réduire ce gap sur des parcours de reconversion versus des personnes qui ont des parcours plus traditionnels. Même si au final il n'y a pas vraiment de parcours traditionnel au monde du dev aujourd'hui, on voit des gens qui arrivent de tout horizon, un petit peu partout. Mais du coup, avant de creuser sur ces sujets-là, j'aimerais en savoir un peu plus sur comment est-ce que vous êtes arrivé dans ce métier-là. Ça a été quoi le déclencheur ? Qu'est-ce qui vous a... Est-ce qu'il y a des trucs qui vous ont fait hésiter à y venir aussi tardivement ? Tu vois, est-ce que c'était des trucs en gestation plus ou moins longue ou... Qu'est-ce qui veut... Ouais. Alors moi déjà, en fait dans les années 2000, j'avais fait une première tentative quand j'avais 12-13 ans, où j'avais découvert le HTML, peut-être le CSS, je ne me souviens plus, mais en tout cas c'était déjà... Moi je suis vraiment un enfant d'Internet. J'ai eu Internet vraiment tôt par rapport à ma génération. On avait Internet à la maison, je jouais à des jeux en ligne, etc. Enfin, j'étais partie sur une certaine pente. Et d'ailleurs, c'est très intéressant. Enfin, une pente, c'est un peu dramatique dit comme ça, mais en tout cas, j'étais partie un peu dans cette voie. J'ai pas poursuivi mes grandes ambitions de programmation tout de suite parce que, en fait, ça manquait terriblement de ressources à l'époque sur Internet, et en particulier de ressources francophones qui étaient accessibles à quelqu'un qui avait 12 ans. Donc j'ai pas continué, puis j'ai un peu bifurqué parce qu'en fait j'avais d'autres intérêts aussi qui étaient genre la littérature, la biologie, les bactéries en particulier, enfin des trucs très spécifiques aussi mais différents.
Mais j'ai toujours gardé cet amour en fait pour Internet. Moi, j'ai passé mon adolescence sur Internet, dans des forums, sur des sites vraiment divers et variés. Enfin, quasiment tous mes amis, c'était des amis en ligne, etc. C'est des trucs honteux à dire maintenant qu'on a plus de 30 ans, mais voilà. Et l'idée de la programmation ne m'a jamais vraiment quittée. Mais je pensais que c'était pas du tout pour moi. Je vais dire un truc très cliché. Je pensais que c'était beaucoup de maths. Comme énormément de femmes pensent ça d'ailleurs. J'ai pas continué. Enfin, du coup, c'était vraiment dans un coin de ma tête. Et en fait, en 2015, vers 2015-2016, je devais faire un projet de fin d'études quand j'étais en études d'édition. Et on était censé faire un livre. Et moi, j'ai décidé que j'allais faire plutôt un site. Donc c'est comme ça que j'ai vraiment mis les mains dans le code. Et à partir de là, j'ai jamais lâché. Ok, je comprends. Et toi, Claire, d'où vient cette vocation ? Eh bien, je dirais quasiment de l'enfance, avec la littérature médiévale quand même. Non, mais en fait, moi, j'ai toujours aimé fabriquer des choses. Monter des choses, fabriquer des systèmes logiques, des choses comme ça. Et puis, en fait, la vie ne m'avait pas amené là, parce que d'autres centres d'intérêt. Et à un moment, donc, je fabriquais désespérément des choses chez moi, des meubles, des trucs, tout en faisant mes autres métiers. Et puis, je crois que c'est venu pas mal par le dessin, l'illustration, le fait de commencer à faire des trucs jolis pour d'autres gens avec des SVG, des machins, puis petit à petit du HTML, du CSS. Et un jour, j'ai découvert plus la partie logique de ce monde de code, globalement. Et là, ça a été waouh. Et donc voilà, je me suis dit, ok, ça il faut le faire, c'est important. Il y a quand même, dans vos deux parcours, il y a une similitude, c'est qu'il y avait quand même un truc un peu... déjà dès l'enfance, il y avait une espèce d'envie assez tôt d'être sur tu vois, tu as évoqué ce sujet de construction et compagnie, donc tu vois, il y avait une graine qui était là. Question peut-être très naïve, mais est-ce que, au-delà de simplement d'avoir eu d'autres centres d'intérêt qui vous ont détourné de ces métiers-là à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres événements, environnements endémiques ou systémiques ? Toi, tu l'as évoqué un petit peu en disant que... une perception que c'était un truc très matheux, donc peut-être pas pour les femmes, tu vois. Est-ce que vous avez quand même le sentiment qu'on vous a un peu détourné, tu vois, que c'est pas juste qu'il y a eu autre chose, qu'il y a eu un vrai détournement d'un système où... C'est ça, moi j'adorerais dire que non, vraiment, alors c'est moi qui décide, etc. Mais la réalité c'est que pourquoi je suis allée faire plutôt des études de lettres, pourquoi tout ça, pourquoi par exemple j'ai décidé de partir vers des fonctions qui sont quand même vachement féminines. Il n'y a quasiment que des femmes dans et la littérature, la traduction, l'enseignement, etc. Je pense que c'est pas tout à fait un hasard. C'est pas forcément mon environnement direct, même si probablement ça joue, mais c'est surtout moi-même, en fait, qui me suis dit, attends, c'est plus logique de faire ça. Dieu sait comment ça se passe, mais oui, je crois que oui, c'est systémique. Et toi, Elisabeth, c'est le même... En fait, c'est drôle parce que en t'entendant dire que je pensais que c'était un truc avec beaucoup de maths, en fait, je me dis c'est marrant parce qu'en fait, j'ai toujours été assez forte en maths en réalité et en physique et en fait dans toutes les matières connotées masculines. Enfin, c'est idiot de connoter des matières scientifiques de genre, mais enfin, en tout cas. Ça arrive. En tout cas, en fait, en réalité, j'avais absolument toutes les capacités pour le faire. Et je pense que, oui, en fait, moi, j'ai un grand frère qui faisait de la programmation. Quand on était petit, c'est lui qui faisait de la programmation. Et moi, j'ai même jamais essayé d'en faire. Alors qu'en fait, c'était tout à fait dans la même pièce, quoi. Et l'ordi était dans sa chambre, par exemple. Donc ça, je pense que c'est un premier signal Je pense que mes parents ne maîtrisaient absolument pas les conséquences de ce signal-là, mais en tout cas, c'était comme ça. On est des enfants des années 90 et 2000 au niveau des représentations. Encore aujourd'hui, les représentations dans les fictions, franchement, à part de temps en temps, on voit des hackeuses hyper punk, très cool du coup, mais pas vraiment réaliste non plus par rapport à un métier qu'on pourrait exercer. Et en général, hyper androgyne. Absolument. Androgyne, absolument. oui.
et puis qui vont pas super bien dans la vie non plus. Faut dire Oui, ce qu'elles généralement sont pas, pas généralement top. ça finit pas bien. Oui, mais ça, de manière générale, les devs représentés au cinéma vont pas tous très bien. En général, Non, C'est vrai, il c'est y a vrai. des comportements très autistiques. Enfin, c'est jamais des gens très faciles socialement, quoi. Absolument, absolument. Mais en tout cas, voilà, pour les femmes, c'est... Moi, vous savez, ça m'avait frappé dans la série Le Bureau des légendes. Dans Le Bureau des légendes, on voit un tout petit peu... notamment, il y a une personne, un gars qui est un peu genre leur hacker slash développeur slash infra slash DevOps slash tout de service, qui est un personnage très sympathique. Et il y a une saison où ça devient un peu plus axé sur justement les hackers, la cybersécurité et tout. On voit des hommes. Et en fait, dans ces représentations-là, dans mes souvenirs, en fait, on voit quasiment jamais de femmes. Et la seule femme qu'on voit à un moment, c'est une femme qui travaille qui est informaticienne dans un hôpital qui se fait hacker. Et en fait, elle a un problème, c'est qu'en fait, elle vient d'avoir un enfant. Ah. Elle a une montée de lait au moment de gérer le truc. Alors, c'est super de représenter des réalités biologiques comme ça. Moi, je suis absolument à fond. Mais c'est marrant d'avoir choisi de représenter ça pile quand, pour une fois, on représente une informaticienne lambda, un poste lambda. Ouais, je vois. Alors, donc, du coup, vous êtes arrivé sur ces rôles en tant que développeuse. Comment ça s'est passé, justement, cette arrivée? Parce que, du coup, vous aviez déjà une carrière passée, donc déjà de l'expérience. Vous vous retrouvez en concurrence avec des petits jeunes ou des petites jeunes. Comment ça se passe? Est-ce que, tu vois, déjà, j'imagine qu'il y a déjà un sentiment de perception personnelle, c'est-à-dire que ça peut être difficile d'être en concurrence avec des gens qui ont, je sais pas, 10 ou 10 ans de moins que vous. Enfin, comment ça se passe le début? Pas bien, finalement ou... Ouais. Alors moi, je me suis jamais sentie vraiment en concurrence, à vrai dire. Et puis, en fait, ça s'est bien passé. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance et que je suis arrivée au bon moment, pour le coup, vraiment, juste un peu avant que la porte se ferme. Je pense qu'on en reparlera plus tard. Mais en tout cas, moi, j'ai pas vécu de... Et puis, c'est bien, la jeunesse, c'est bien de traîner avec des jeunes, un petit peu, ça change. C'est clair, ça nous éclaircit bien les idées de traîner avec des gens plus jeunes. Moi, c'est pareil. En fait, j'ai commencé professionnellement en 2017. C'était totalement un autre contexte économique. Je veux dire, après 3 mois de formation, j'ai trouvé un CDI, ce qui paraît maintenant être l'Everest pour les gens qui sont en formation. Donc, honnêtement, j'ai jamais ressenti vraiment le fait d'être en concurrence avec des personnes plus jeunes. Peut-être parfois je ressens plutôt le fait d'être en concurrence avec des gens de mon âge, mais qui ont fait des études d'ingénieur. Ça, c'est par contre un autre sujet. Ouais. Mais du coup, est-ce que c'est légitime de se sentir en concurrence avec des gens qui ont fait des études traditionnelles? Parce que du coup, en fait, au-delà du fait qu'ils ont fait des études traditionnelles, il y a aussi le fait que du coup, ils ont déjà 10 ans d'expérience sous la ceinture. Donc, ils ont forcément consacré plus de temps. Tu vois, alors, donc, ouais. Ma question, du coup, justement, c'est comment est-ce que tu perçois... tu vois, j'entends cette difficulté de te dire, il y a quelqu'un qui pourtant a le même âge que moi et qui fait le même taf que moi beaucoup mieux. Tu vois, je l'entends, mais est-ce que tu arrives à rationaliser ce truc-là, de te dire, bah, en fait, c'est juste normal, il a 10 ans de plus que moi dans le métier, quoi. Ah bah complètement, Oui, oui. complètement. Oui. Mes tech leads, mes mentors sont tous beaucoup plus jeunes que moi. Et ça a toujours été le cas, mais ils m'apprennent plein de trucs et c'est super intéressant. Enfin, il n'y a pas de... Vraiment, il n'y a aucun... Je veux dire, c'est une question d'expérience et de connaissances, au fond. Puis il y a aussi des gens qui débarquent, qui sont là depuis plus récemment, qui sont passés par d'autres parcours et qui ont aussi beaucoup, beaucoup de connaissances. En fait, ça dépend quand même beaucoup des personnes. Oui, absolument. Et toi, en fait, quand tu évoquais l'aspect concurrentiel, moi, je pensais aussi vraiment genre concurrence concrètement sur des postes ou sur des missions de freelance. Où là, je sais qu'en fait, en face de moi, j'ai des gens qui ont plus d'expérience que moi parce que juste le temps n'est pas extensible et qu'effectivement, eux ne sont pas allés faire des études de biologie et de littérature dans leur jeunesse. Donc oui, mais par contre, si une personne qui a 10 ans de moins que moi me parle d'un sujet dans lequel elle a de l'expérience, bien sûr, j'ai tout le respect du monde pour cette personne. Ouais, j'entends. On fait un métier qui est quand même très particulier, c'est-à-dire que pour le reste du monde,
ils voient notre métier comme étant de la magie noire, à peu de choses près. Parce que c'est vrai qu'on a un métier qui est quand même assez spécifique. Après, il n'y a aucun souci. Enfin, moi, ce que je dis à tout le monde, c'est un métier comme un autre, ça peut s'apprendre, c'est pas le problème. Mais du coup, comme justement, on a un métier si particulier, est-ce que vous essayez de combiner à tout prix ce que vous aviez fait avant aujourd'hui en tant que dev, ou est-ce qu'il y a une espèce de reset complète de se dire ok, en fait on met tout ça derrière et en fait à partir d'aujourd'hui je suis dev et la bio je fais ça le soir et le week-end, ou la littérature médiévale je fais ça le soir et le week-end. Enfin tu vois, est-ce qu'il y a une volonté d'essayer de conjuguer ce que vous étiez avant et ce que vous étiez aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a un reset qui est fait? Alors moi j'ai toujours pas essayé de coder un manuscrit, on verra. Je pense que il y a le métier qu'on fait tous les jours, et puis il y a aussi la façon dont on aborde son métier, et je pense que c'est là qu'Electronic Tiles intervient quelque part, parce que finalement il y a un peu toute la question de la pédagogie de l'associatif qui revient. Donc je crois que ça se combine malgré ça. De toute façon, est-ce qu'on peut vraiment faire des resets dans la vie? Je sais pas. En tout cas, c'est pas. C'est vrai que c'est très prenant comme métier, très passionnant et très prenant, mais je sais pas s'il faut que ce soit exclusif des autres choses. Oui, mais tu vois, c'est aussi très, très spécifique comme métier. Tu vois, c'est difficile de... tu vois, de la même manière, quelqu'un qui serait dev et qui partirait faire autre chose après, tu vois, j'aurais du mal à percevoir ce que tu peux réutiliser dans d'autres métiers, quoi. Ouais. Alors, j'arrête pas, je monopolise un peu. Vas-y. Ok, génial. Moi, pour le coup, je faisais de la traduction. Donc, en fait, il y a plein de points communs entre... c'est des langages, en fait, pour dire des choses à des machines, certes, mais quand même. Et aussi beaucoup à des humains, finalement. Et puis, je dirais, il y a un peu tout ce qui est sensibilité produit. Enfin, moi, ça m'intéresse beaucoup le fait que je travaille sur des produits avec des personnes qui connaissent pas la tech, ou qui sont pas, dont c'est pas le métier, disons. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qu'on peut toujours... Enfin, qui sont vraiment pertinentes, je crois, dans le métier. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, de mon côté, par exemple, j'ai fait des études scientifiques, et la méthode scientifique, c'est quelque chose qui apporte quand même aussi de la rigueur sur ce qu'on fait. Je sais pas, ça peut être aussi bête que juste une nomenclature qui est respectée presque religieusement, mais c'est parce que ça vient de mes études aussi. Les tests, c'est aussi pour ça que ça m'intéresse autant, les tests, c'est parce qu'en fait, il y a une forme quasiment de méthode scientifique là-dedans. On définit en fait le protocole et le résultat. Alors, on ne définit pas un résultat attendu en recherche, sinon c'est assez problématique, c'est idéologique. Mais en tout cas, on a vraiment, on définit les inputs, les outputs, et on fait tout ça avant de faire l'expérience. Donc, pour moi, il y a un parallèle hyper clair avec le dev. Donc non, je pense qu'on ne fait pas de reset. L'autre chose aussi, c'est que je vous ai raconté que j'avais fait de la bio et de la littérature. J'ai aussi fait de l'ingénierie pédagogique. Et effectivement, avec le projet qu'on porte avec Claire, Electronic Tales, ça nous permet en fait... en fait, le dev, c'est pas que le code, c'est aussi qu'est-ce que c'est être dev, qui peut faire du dev, non, mais comment on fait du dev en fait, et comment rester dev, c'est un vrai sujet. La rétention des gens dans ces métiers-là, comment vivre le dev. Alors du coup, c'est très axé, oui, c'est une forme de reset, parce qu'en fait, le monde se réduit un peu à ce domaine-là de la tech, et de fait, on a un monde qui est très axé quand même sur la tech. Ce week-end, on a donné notre premier micro-bootcamp avec Electronic Tales qui était consacré à l'algorithmie. J'ai passé le week-end à faire des métaphores littéraires, à parler de la Bible, d'Orphée, qu'est-ce que j'ai pas raconté dans ce week-end, je sais pas, mais en tout cas, voilà, la littérature par exemple, c'est quelque chose qui me traverse en permanence, et quand je fais du code parfois, je me raconte des histoires sur comment ça marche, et je sais que ça a rien de mathématique, et qu'il y a des gens qui trouveraient ça absolument être une hérésie totale, mais c'est comme ça que je perçois les choses, moi. Et oui. Okay. Le drama du merge sort, c'est quelque chose. J'imagine. Intense. Mais tu vois, tu fais référence du coup donc à ce bootcamp que tu as organisé où tu fais plein de références littéraires. Mais comme tu le dis aussi, tu vois, il y a ce recentrage très tech. Est-ce que c'est
Tu vois, j'essaye de comprendre un petit peu tout ça. Est-ce que c'est que... Enfin, si je pose autre question, c'est que moi, je fais partie du cliché. J'ai commencé à dev quand j'avais 12 ans et j'ai à peu près... Enfin, si j'ai arrêté, parce qu'après, moi, ça a été l'inverse. C'est que moi, j'ai eu une formation de dev et j'ai arrêté d'être dev en sortie d'école et je suis au final revenu au dev quelques années après, tu vois. Mais moi, ça a été le chemin inverse. Mais, tu vois, cette fermeture que je perçois, hein, que j'entends, tu vois... moi, je fais un podcast où je parle de dev, donc tu vois, c'est te dire à quel point mon monde s'est fermé autour de ça. Est-ce que c'est... Est-ce que vous pensez... Pardon, j'arrive pas à formuler ma question. Vous pensez que c'est dû au fait qu'on a un métier qui est extrêmement prenant et qui fait que ça te ferme complètement? Ou est-ce que c'est qu'on fait un métier qui est tellement spécifique qu'en fait, le reste du monde ne le comprend pas, qui fait que du coup, on se... Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça vient de l'intérieur ou de l'extérieur, cette fermeture? Moi, j'ai un début de théorie là-dessus. Ouais. C'est d'ailleurs quelque chose d'une table ronde qui a eu lieu pendant le bootcamp de ce week-end avec des personnes seniors dans le milieu et des développeuses et qui disaient en fait il y a un moment effectivement quand tu commences ta vie est toute fermée et surtout pour les personnes en reconversion tu fais que ça parce qu'en fait c'est une immense culture générale que d'ailleurs que même après des années de métier, tu l'as pas. C'est un peu la définition du métier, c'est que y a des trucs nouveaux. Donc, quoi que tu fasses, tu sais jamais de quoi parlent deux personnes qui travaillent sur un projet ensemble. Je comprends pas ce qu'elles disent, en fait. Je sais pas de quoi elles parlent. Est-ce que c'est moi qui sais pas, etc. Et en fait, voilà, pour moi, c'est un monde entier de culture générale. Et du coup, on passe... à ce que j'ai compris, ça dure 5-6 ans. D'être vraiment très, très focus là-dessus pour aussi échanger avec des pairs, comprendre ce qui est en train de se passer, pourquoi je comprends, pourquoi je comprends pas, je suis où par rapport aux autres, etc. Je pense qu'il y a tout un truc comme ça, il paraît que ça passe, et qu'après on recommence à avoir des hobbies qui n'impliquent pas d'algorithmie, par exemple. Ok, c'est marrant. Une piste à explorer, en tout cas. J'abonde complètement par rapport à cette théorie. Alors, j'entends ce côté, effectivement, ce côté culture G. C'est vrai qu'au début, ça doit être très bizarre d'avoir tous ces termes très, très abscons qui sont balancés à droite à gauche. Moi, il y a quand même un truc que je constate. Ça fait quasiment 5 ans que je fais ce podcast. J'en apprends vraiment toutes les semaines. C'est-à-dire que la quantité de techno, de sujets, il y a un niveau aujourd'hui enfin, un niveau de complexité qui est astronomique et presque on s'y perd en fait. Enfin, tu vois, tu peux creuser tellement de facettes, tellement d'aspects. Enfin, moi, je trouve que c'est fascinant, mais bon. C'est ça, mais je crois que c'est vraiment l'essence de ce métier maintenant, en tout cas, et qui fait que justement, ça prend un petit moment d'atterrir et de se dire, bon, c'est pas grave, mais ça peut prendre quelques années. Oui, c'est le mais c'est pas grave. Ça met du temps. Excuse-moi, je crois que tu allais dire quelque chose. Non, mais c'est absolument ça. C'est que je pense qu'effectivement, toi, tu dis que tu trouves ça fascinant, mais on s'y perd presque. Moi, je pense que c'est la base de ce qui constitue le fameux cliché du syndrome de l'imposteur. C'est qu'en fait, il y a tout un axe horizontal qui est qu'en fait, il y a énormément de technologies, ça n'arrête pas de sortir des nouvelles choses, etc. Donc, en fait, c'est impossible de tout avoir dans son champ de vision. Et en plus, il y a un axe vertical qui est en fait du moment où tu tapes ton petit truc en JavaScript jusqu'au moment où ta machine va l'exécuter. Oui, on peut le raconter en grandes étapes, mais la réalité, c'est que si on voulait vraiment rentrer dans le détail de tout ce qui se passe, c'est une vie d'études. Oui, vraiment. Ça. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est aussi, pour un cerveau humain, c'est trop cognitivement, en fait. Que ça soit le truc horizontal ou le truc vertical. Et en fait, on est tout le temps en surcharge cognitive. Et l'expérience, c'est se dire, OK, en fait, j'ai déjà fait des missions où j'ai déjà réussi à gérer des choses et finalement, ça s'est pas mal passé. C'est ça qui va permettre de pouvoir dire, OK, je connais pas cette techno, c'est pas grave. En fait, soit je la prends parce que j'en ai besoin, soit genre je la laisse juste passer et c'est pas grave. Ouais. Tu vois, sur cette surcharge cognitive, moi j'ai eu une espèce d'épiphanie il y a quelques mois. Je sais plus avec qui j'en parlais à ce micro. Mais c'est qu'en fait, moi sur ce podcast, j'ai vu tellement de sujets, en fait, que maintenant j'ai effectivement une base de connaissances qui est extrêmement large, mais j'ai plus aucune expertise. Tu sais, quand tu parles du profil entier, en fait. Absolument. Moi, du coup, ça fait trop longtemps que j'ai pas réellement dev codé un truc.
Tu mets aujourd'hui... Alors tu peux mettre sur du Swift, du Python, du PHP, tu peux mettre sur plein de langages. Je saurais faire un Hello World sans aucun problème. En revanche, tu commences à me demander de faire un truc un peu complexe. Et je dis juste un peu complexe, hein, même pas... je suis paumé en fait. Même en PHP, qui pourtant était ma techno de prédilection, je sais qu'aujourd'hui, j'ai plus la fluency, enfin la fluidité de ce que j'avais avant. Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi le côté... c'est un peu un muscle, le dev. Si on arrête même pendant les vacances, on revient... C'est où déjà le chevron ouvrant Enfin voilà, c'est un truc aussi qu'on... Mais cela dit, as-tu testé es-tu sûr de ta théorie que tu as perdu la fluency en gagnant en envergure de connaissances? Je le teste un petit peu parce que j'essaie de continuer à coder un peu. Et du coup, pour diverses raisons, du coup, je me suis mis au Python, qui est un langage que j'ai jamais pratiqué de manière professionnelle. Et je sens que c'est laborieux, tu vois. Heureusement qu'il y a ChatGPT pour m'aider sur beaucoup de choses, quoi. Le moindre truc, je sens que c'est un peu... c'est beaucoup plus difficile qu'avant. Peut-être que c'est l'âge aussi, hein. Après, peut-être qu'il y a un moment où la fameuse plasticité cérébrale, tout ça, quoi. Après, je pense aussi que tu fais beaucoup de choses dans ta vie. Enfin, c'est aussi la question, genre si on te mettait vraiment dans une pièce avec un ordinateur et un accès à Internet et ChatGPT, et que tu n'avais que ça à gérer dans ta vie, que tu n'avais pas de podcast, que tu n'avais pas tous les métiers que tu fais en fait dans ta vie, peut-être que la fluency reviendrait plus vite aussi. Mais tu vois, en fait, en discutant avec vous, peut-être qu'en fait, moi, j'ai pas débloqué je connais pas, mais c'est pas grave. Parce que tu vois, moi, j'ai lancé ce podcast justement parce qu'en fait, je trouve ça ouf et j'ai envie de tout savoir, j'ai envie de tout comprendre. Et je pense que j'ai peut-être pas encore débloqué je connais pas, mais c'est pas grave. Parce que du coup, moi, j'ai envie de savoir. Mais je pense qu'on débloque jamais vraiment. Ouais. Je pense que c'est des périodes où on est peut-être un peu plus en forme. Enfin, on est en forme, on est bien et tout. On va se dire, je connais pas, c'est pas grave. Et puis en fait, à un autre moment, je sais pas, professionnellement, on va traverser une période un peu plus compliquée. On va faire un bug en prod, on va faire n'importe quoi. Et là, d'un seul coup, je connais pas, c'est dramatique. Donc je pense que c'est plutôt des états. Je vois. Vous avez évoqué aussi un moment le sentiment de légitimité, ou syndrome de l'imposteur, de différentes façons. Pour mettre un peu les pieds dans le plat, est-ce que vous pensez que ce sentiment d'illégitimité, il est dû plus à un parcours de reconversion, ou peut-être juste simplement à le fait d'être une femme dans une industrie qui a quand même encore du mal avec cette position. Moi ? Non ? Ouais. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses qui s'ajoutent en fait sur le sentiment d'illégitimité dans le dev. Il y a certainement le fait d'être une femme, certainement le fait d'être arrivé après une autre carrière, etc. Donc ça s'empile, ça se croise. Mais je crois qu'il y a aussi l'essence du métier, et on en parle depuis en fait 10 minutes, un quart d'heure, qui fait que, voilà, même toi qui as eu un parcours avec des allers-retours, etc., mais tu as cette impression de légitimité. Il y a des statistiques hyper impressionnantes, d'illégitimité, pardon. Il y a des statistiques hyper impressionnantes qui disent que dans les plus grosses entreprises, les GAFAM, etc., les ingénieurs dans toutes les couches en fait le must du développement, etc. Les hommes qui ont des parcours traditionnels, c'est la quantité de personnes qui ont ce syndrome de l'imposteur et ce sentiment d'illégitimité est impressionnante. Donc il y a un truc, c'est essentiel au dev, et après ça, évidemment, il y a d'autres trucs. Et je pense que toi, tu dis ça s'empile, par exemple, le fait d'être une femme et en plus d'avoir fait une reconversion, mais je pense que ça s'en mêle aussi. Ouais. Parce que moi, j'ai participé à quasiment des centaines de process de recrutement dans ma vie. Et parfois, on refuse pas quelqu'un. On va pas ne pas retenir une candidature parce que c'est une femme. Mais par contre, peut-être qu'on ne va pas retenir la candidature parce que cette personne a, moins d'expérience que quelqu'un d'autre en face qui est un homme. Et en fait, oui, statistiquement, les hommes, il y a plus d'hommes en formation traditionnelle. Les femmes sont plutôt dans des formations de reconversion. Et en fait, on ne sait jamais vraiment... Et je pense que ce truc-là, ce nœud, en fait, cette confusion, elle nous suit dans notre carrière parce que parfois, on ne sait pas vraiment si
on est moins pris au sérieux que nos collègues masculins parce qu'on est des femmes ou simplement parce qu'on est moins expérimenté que nos collègues masculins. Et statistiquement, ils sont plus expérimentés. Ouais, je vois. Alors du coup, justement, tu parles de cette compétition sur des process de recrutement. Est-ce que du coup, sur ces parcours de reconversion, est-ce que vous êtes plus en concurrence avec des gens qui ont le même niveau d'expérience que vous, ou avec des gens qui ont le même âge que vous? Oh, même niveau d'expérience, je pense vraiment. Enfin, moi, je trouve que pour le coup, dans la tech, l'âge n'est... Alors, évidemment, quand tu as entre 20 et 40 ans, et de préférence que tu es une personne blanche, et de préférence que tu as des codes socio-économiques qui correspondent à ceux de ton recruteur, l'âge n'est pas un problème. Mais, moi, je trouve vraiment que... Alors peut-être je vis un peu dans mon rêve parce qu'en fait moi j'ai 36 ans et je crois que je suis encore à la page. Mais en tout cas c'est ça, cette ligne entre 25 et 40 pour moi elle est pas très importante en fait. J'ai l'impression en tout cas, par contre le nombre d'années d'expérience, oui c'est déterminant. Le nombre d'expérience dans le dev. Oui, absolument. Donc vous êtes t'es en concurrence avec des gens qui ont 7 ans d'expérience et du coup toi aujourd'hui des gens qui ont 4 ans d'expérience, c'est ça? Malgré les années que vous avez eues avant. Alors, pour moi, oui. Et en même temps, c'est pas la même concurrence parce qu'encore une fois, des entreprises qui... Enfin, c'est pas tout à fait cette concurrence-là parce que des entreprises ou des projets qui recrutent des personnes issues de reconversion cherchent aussi quelque chose en particulier, j'ai l'impression. Du coup, moi, c'est pour ça que je te dis, j'ai pas vraiment eu l'impression de... Et après, si on revient un peu en arrière sur le reset, je pense que quand on a travaillé avant, même si c'était pas dans le dev, en réalité, on apporte quand même une certaine seniorité, même si c'est pas sur du code et de la technique pure. Je pense qu'on peut monter plus vite aussi en seniorité quand on vient d'une reconversion. C'est ça, et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se trompent pas, qui savent ça et qui le valorisent. Enfin, vraiment, ça sur par exemple, sur des petits projets ou des choses comme ça aide beaucoup d'avoir une personne qu'on a vu d'autres. Oui, qui a déjà travaillé en entreprise, en fait, qui a déjà cette culture-là. Hein. Parce qu'en fait, on en parlait tout à l'heure de la représentation des devs dans le cinéma. C'est toujours présenté comme un métier qui est très solitaire, mais en fait, pas du tout. Enfin, à part de rares occasions où tu es vraiment dépendant en freelance chez toi et que tu bosses que sur des projets que tu fais tout seul, mais même quand tu es un dev, en général, tu fais partie d'une équipe. Quoi. Absolument. Moi, j'aimerais bien parfois que ça soit plus solitaire. Pareil, j'étais en train de me dire, moi, c'est un truc que tu vois, dans la représentation au cinéma ou dans les séries, je me dis, c'est assez cool quand même, t'es tranquille. Mais non. T'es là à manger des chips la nuit, ça a l'air trop bien. Le gros cliché. Donc oui, en fait, c'est ce que vous apportez quand tu as déjà une expérience en fait, professionnelle avant, tu as déjà cette maturité-là, en fait, qui du coup, j'imagine, se sent aussi sur l'onboarding. Tu montes plus rapidement en compétences que quelqu'un qui n'a jamais bossé en entreprise, quoi. Il y a monter en compétences, accepter de s'adapter, accepter la critique, par exemple. Il y a beaucoup de gens plus jeunes ou plus hommes, d'ailleurs, c'est possible aussi. Je ne sais pas si c'est lié, mais qui arrivent sur des projets puis qui sont là, ah bah non, je ne ferais pas comme ça. Mon tech leader ou des choses comme ça où tu te dis, bah, voilà. Et ça, c'est des choses, par exemple, qui sont assez valorisées dans les équipes de dev. Oui, ou même le fait de parler, savoir parler à des gens côté métier qui sont pas tech du tout. Je veux dire, je pense que le fait d'avoir travaillé dans un domaine qui n'était pas du tout tech avant, ça te permet aussi de redescendre 2 minutes de ton petit cloud pour leur parler en fait de façon efficace. Une personne l'a redit. Alors moi, je suis pressée de voir. Je suis vraiment. C'est un on-dit. J'ai entendu ça plusieurs fois, mais il paraît que les équipes où les personnes ont fait des choses différentes avant trouvent des solutions techniques plus innovantes. Ça a été montré statistiquement. Ouais. Et ça a été montré statistiquement. Voilà. Moi, je suis pressée d'innover, mais il paraît que ça marche. Enfin, vraiment, il y a un résultat technique mesurable. Donc c'est intéressant. Je ne sais pas vraiment quels sont les leviers, mais... c'est aussi un élément fondateur de ce podcast. Alors, sur moindre mesure, en fait, c'est que moi, ce que j'explique à toutes les personnes qui arrivent à cet épisode, et je pense que je t'ai fait le pitch aussi quand on en a discuté, c'est que moi, je pense que ce qui fait un ou une bonne développeuse, c'est une capacité à s'intéresser à autre chose que sa stack quotidienne.
Alors, moi aujourd'hui, sur ce podcast, je suis très orienté techno. Donc, l'idée, c'est que si tu es dev PHP, tu vas découvrir comment on fait du Scala, du Java, du JavaScript, du Swift, tu vois, pour t'enrichir sur tous ces sujets-là. Mais je pense qu'effectivement, le fait de s'intéresser à autre chose fait de nous de meilleurs développeurs ou meilleures développeuses, en fait, au final, parce que en fait, notre métier, c'est pas juste pisser des lignes de code, quoi. Absolument. Voilà. Oui. Attends, j'avais une question, c'était sur... Oui, en fait, le sujet, on va dire, d'origine de ce podcast, c'était réduire le gap entre des profils en reconversion et des profils traditionnels. Oui. Mais au final, de ce que vous me dites, t'as pas un sentiment de concurrence plus difficile, parce qu'en fait, t'es avec des gens qui ont le même niveau d'expérience que toi, donc en fait, vous êtes à peu près on par. Vous me dites que le sentiment d'illégitimité, c'est au final un peu comme tout le monde dans ce métier-là. Tu vois, On a dit que ça s'empilait. Oui, il y a des choses qui s'empilent. Du coup, ce gap, aujourd'hui, vous le ressentez comment? Est-ce que c'est un gap que vous ressentez de manière interne ou au contraire qui vous est fait ressentir par l'externe? Et comment est-ce que vous le combattez? Claire, du coup. Ok. Oui, le gap, il existe. Le gap, il existe sur... Alors, il y a le gap culturel, je pense qu'on va en reparler, puis voilà, et je vais faire assez vite parce que j'ai vraiment l'impression de parler tout le temps. Remarque, c'est un podcast. Il y a un gap culturel en général, parce que comme tu disais, on traîne avec majoritairement des gens plus jeunes qui ont fait des écoles d'ingé, etc. Et c'était pas forcément un milieu qu'on fréquentait avant. Par exemple, moi, je suis pas gameuse. Alors, je pourrais, hein, mais il se trouve que j'ai pas eu le temps. J'arrive pas à avoir le temps. Ça, c'est des choses que je connais moins bien et qui font que c'est plus difficile de s'intégrer. Donc, il y a tout un truc culturel, mais il y a aussi même un gap de connaissances, bêtement, sur les personnes qui ont fait des parcours traditionnels. On a quand même des choses qu'on n'apprend pas en bootcamp ou pas en 50 minutes, qui sont toute la logique. Par exemple, tout ce qui est réseau, système, la réalité hardware des choses, l'algorithmie, évidemment. Voilà, il y a tout un tas de choses qu'on ne va pas aller apprendre en un an en bootcamp. Et ça, c'est des choses hyper complexantes, assez gatekeepées, en fait, aussi. Hein. Il y a un truc entre... pas seulement vis-à-vis des personnes qui sont issues de parcours différents, mais aussi entre pairs de... voilà, ça, moi, je pense qu'il y a un vrai gap, surtout sur ces choses techniques. Effectivement, sur ces choses techniques et paratechniques, parce que le culturel, c'est encore autre chose, mais en effet, c'est très clair pour moi qu'il y a un gap, oui. Donc sur les mêmes aspects que Claire? Oui, absolument, absolument. Et là, je crois que la deuxième partie de ta question, c'était comment on le gère. On crée des assos. C'est pour ça qu'on a créé Electronic Tales. C'était justement pour parler de ce gap qui existe. Je pense que depuis... Ah oui, je pense que ça fait 5-6 ans, je pense qu'il y a une vraie... Je dirais une sorte de hype autour du fait de devenir développeur ou développeuse. Je pense qu'effectivement, à l'époque où j'ai commencé, oui, il y avait beaucoup d'opportunités. Et ça a pris le temps, ça descend toujours un peu, enfin ça descend, en tout cas ça se propage assez lentement. Et par exemple, Pôle emploi subventionne beaucoup de formations pour des personnes en reconversion, alors que de l'autre côté, le marché n'est pas le même que celui d'il y a 7 ans. Et je pense que toutes ces formations qui sont arrivées, ces bootcamps, c'est plus ou moins court, en fait, ça a fait venir beaucoup de monde dans la tech, beaucoup de monde, justement, des personnes issues de la diversité, on va dire, qui représentent une forme de diversité. Et ça, c'est génial. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait quand ça fait 1 an qu'on travaille? Déjà, quand on a fini sa formation et qu'on n'arrive pas forcément à trouver parce que le contexte économique est compliqué. Et qu'est-ce que c'est quand, oui, on a trouvé un premier boulot, que ça fait 1 an qu'on bosse, 1 an, 2 ans, et qu'en fait, on continue à ressentir ce gap, et culturel et technique. Il y a quand même des stats incroyables sur le taux d'abandon des carrières techniques des femmes. Si je me trompe pas, je crois qu'il y a une étude de McKinsey qui est sortie il y a pas longtemps et qui dit que
une femme sur 2 abandonne sa carrière technique, là où c'est uniquement un homme sur 4. Donc il y a quand même des hommes qui abandonnent. Avant de monter les échelons. Absolument. Avant d'être à la moitié de sa carrière, il y a une femme sur 2 qui va arrêter sa carrière technique. Donc je pense que la question de la rétention, elle est clé. Elle est vraiment clé parce qu'en fait, on a fait venir beaucoup de monde, mais ce gap, il ronge en fait les gens et ça fait qu'ils arrêtent ils n'arrivent pas à s'accrocher et franchement, c'est pas leur faute. Enfin, c'est systémique. Et en même temps, on a quand même un métier qui se spécialise de plus en plus. Ouais. Alors j'en ai parlé souvent sur ce podcast, donc je suis désolé pour ceux qui m'ont entendu raconter l'histoire plusieurs fois, mais donc je fais des extraits sur TikTok. Et à date, l'extrait sur TikTok qui a le plus buzzé, c'est le tech lead de l'équipe Android de Deezer, de souvenirs, qui expliquait qu'il regrette de voir de plus en plus de gens en entretien qui ne connaissent pas la différence entre TCP et UDP. L'extrait, c'est juste ça. Et en fait, les vidéos, elle a explosé parce qu'en commentaire, il y a eu un débat entre ceux qui disaient bah oui, c'est vachement important, et ceux qui disaient bah non, parce qu'en fait, moi, quand je fais du React, la différence entre TCP et UDP, j'en ai rien à faire, en fait, donc ça me concerne pas. Donc, tu vois, j'entends ce que vous dites sur ce bagage technique, et on l'a évoqué tout à l'heure aussi, c'est qu'on a un bagage technique, un spectre de compétences, de connaissances qui peut être extrêmement vaste, mais aujourd'hui, dans un métier qui se spécialise de plus en plus, est-ce qu'on a vraiment encore cette nécessité d'avoir cette connaissance extrêmement vaste? Tu vois, est-ce que cette connaissance, notamment du réseau, c'est nécessaire quand tu es dev, quelle que soit la techno ou le langage? Alors, je pense que d'un point de vue purement opérationnel, pas forcément. En tout cas, à un certain niveau, à un niveau junior opérationnel, non, pas forcément. Si tu sais faire du React, c'est déjà très bien. D'ailleurs, si tu fais bien du React, en fait, en réalité, ça veut déjà dire que tu fais beaucoup de choses bien. C'est déjà d'une complexité folle. Absolument. Mais par contre, je pense que pour l'évolution de carrière, non, tu peux pas rester juste sur une compétence aussi limitée, en fait. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Je pense aussi que la question sur les entretiens, c'est une vraie question. Genre, tu recrutes quoi, en fait? Est-ce que tu cherches une personne pour faire du React, ou est-ce que tu cherches une personne qui a un parcours d'ingénieur, quand tu poses cette question-là? Exactement. Et ça, c'est une vraie question. Et l'autre question aussi, c'est en fait, si tu ne retiens pas quelqu'un, la candidature de quelqu'un parce que cette personne ne connaît pas assez bien ses protocoles, pourquoi est-ce que tu recherchais vraiment du coup quelqu'un pour faire du React? Et si tu recherchais quelqu'un pour faire du React, pourquoi est-ce que tu mets pas en place, si tu trouves que c'est si important ça, que la personne sache ça, pourquoi tu mets pas en place dans ton entreprise des actions de formation? Et c'est vrai que c'est pas si ouf, en fait, parce que ça, c'est la partie qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a un gros gap, mais que par contre, en fait, toutes ces connaissances-là, elles sont pas non plus inaccessibles. Finalement, on peut, si on prend les choses dans l'ordre, et puis qu'on raconte un peu des histoires et des dramas, ça se comprend assez bien. En fait, les entreprises peuvent prendre en charge aussi, s'ils ont besoin que la personne connaisse très bien les protocoles, allons-y, c'est pas si compliqué que ça. Un peu dans le sens de ce que vous dites sur effectivement le fait que le métier de dev, c'est pas juste effectivement écrire du code. Dans le live, on nous dit le dev, c'est pas que l'écriture du code ou de la technique, c'est faire les meilleurs choix pour apporter des solutions, parfois simples ou simplifiées, aux clients, discuter avec l'équipe pour une meilleure conception produit et de l'architecture du logiciel. C'est sur tous ces éléments-là, en fait, où tu sens que ta formation n'est pas forcément au niveau de la formation de ceux qui ont des parcours plus classiques, c'est ça un peu le... Oui, c'est le fameux, je vais dire un truc hyper galvaudé, mais c'est quand t'as que un marteau, tous tes problèmes sont des clous. Quand tu fais que du React, tu vas essayer de résoudre tous tes problèmes avec du React, alors qu'en fait, peut-être que ça répond pas du tout aux besoins métiers qui étaient présentés. Donc, dans ce sens-là, je comprends très bien. Par exemple, les notions d'architecture. Après, honnêtement, l'architecture, est-ce que tu demandes d'avoir des notions d'architecture à quelqu'un qui sort d'une école d'ingé sur un premier poste? Non, clairement, non. Effectivement, il y a une question de montée en compétence. Mais d'ailleurs, ce qui m'amène à un autre point, est-ce que du coup, le problème, est-ce que l'origine de ce sentiment-là, c'est le parcours de reconversion, ou est-ce que c'est la formation en elle-même? Sous-entendu, si tu faisais une école d'ingénieur, après avoir fait 10 ans de littérature médiévale ou de biologie, est-ce que tu penses que tu aurais quand même cette impression de gap avec ceux qui l'ont fait étant plus jeunes?
Ou est-ce qu'au contraire, en fait, vous seriez on par avec ces autres profils-là? Après, le problème, c'est que pendant ce temps-là, les autres profils gagnent de l'expérience. Donc après, il y a toujours un truc qui fait qu'ils ont d'avance. Mais après, moi, je rêve de faire une école d'ingénieur. Enfin, si j'avais le temps et si j'avais pas besoin de gagner de l'argent, mais moi, j'irais en école d'ingénieur. J'adorerais ça. J'adorerais passer mon temps à étudier des protocoles HTTP et de l'algo. Et de fait, c'est aussi ce que j'ai un peu organisé mon métier pour que ça arrive aussi. Mais enfin, je veux dire, faire du système, du réseau et tout ça, c'est mon rêve, en fait. Mais bon, la réalité, j'ai 36 ans, il faut que je gagne ma vie, il faut que je fasse des choses. Donc, oui, en fait, je pense, j'imagine, mais peut-être que c'est un rêve aussi. Peut-être que c'est une sorte de mythe qu'on caresse comme ça, qu'on se sentirait plus légitime si on avait fait les bonnes études au bon moment. Ouais, moi, je pense qu'on peut continuer de dire... Pareil, focus. On peut continuer de dire que toutes les connaissances peuvent s'acquérir et que justement, en fait, si on garde pas l'accès aux connaissances en disant mais c'est même pas machin, alors qu'en fait on voulait juste qu'elle fasse du CSS ou juste qu'elle fasse du Nest, du Postgre. Oui, si on garde pas l'accès aux connaissances, on peut complètement tous avoir des niveaux d'ingénieur et toutes. Oui, et je trouve que c'est un des enjeux aussi. En fait, les entreprises qui ont des politiques de recrutement inclusif, qui vont recruter des femmes, des personnes qui sont sous-représentées dans la tech, autres que des femmes, mais en tout cas, voilà, qui s'ouvrent en fait à la diversité. Super, mais en fait, après, qu'est-ce qu'on fait après? En fait, il faut accompagner ces personnes, il faut pas juste les laisser là à être seules face à leurs problèmes. Et je trouve qu'il y a un vrai enjeu de responsabilité par rapport à ce type de recrutement. Il faut prévoir en fait des accompagnements, des montées en connaissances et en compétences. Et je pense et j'ai l'impression d'ailleurs que c'était un modèle qui était finalement plus accessible quand je pense à des personnes de la génération du COBOL par exemple, qui ont appris... Enfin, par exemple, je pense à une personne de mon entourage qui a 80 ans passés. C'est une personne qui a appris des choses en cours du soir, qui a évolué en fait, qui a commencé à un certain poste, qui a évolué, qui a appris des cours du soir, qui a fait du COBOL, des trucs. Et finalement, quelque part, la formation continue, à cette époque-là du dev, était plus accessible que maintenant. Moi, c'est le sentiment que j'ai. En fait, maintenant, je trouve que les parcours de montée en compétences, mais quand je dis montée en compétences, sérieuse. Je veux pas dédaigner du tout la formation initiale, genre viens on va apprendre du React et tout, ça c'est super, mais des choses fondamentales en fait c'est très compliqué. Soit tu retournes à l'université ou en école d'ingénieur et ça veut dire qu'en fait t'abandonnes ta vie d'adulte qui peut subvenir à tes besoins. Et oui, ça veut dire que t'as quand même beaucoup de moyens. Exactement. Donc, soit tu fais des cours du soir, mais en fait les cours du soir c'est par exemple au CNAM à Paris. Et et c'est vachement compliqué en termes d'organisation, c'est une vraie organisation. Ça implique que tu as quelqu'un d'autre qui s'occupe de ta maison, tes enfants, de tes chats, de tes cactus, voilà. tout ce qu'il faut. Soit tu fais des cours un peu à distance, mais c'est pareil, c'est un énorme investissement. Et en fait, à quel moment est-ce qu'on va se dire, mais en fait, au lieu de juste dire que les gens qui sortent d'une reconversion sont moins compétents que les ingénieurs, à quel moment est-ce qu'on va dire et si on les accompagnait en fait. Ce qui est d'autant plus difficile, c'est qu'on est dans un métier où il y a encore quand même beaucoup de personnes qui sont là par vocation, qui ont une vraie passion pour le truc, qui du coup, par exemple, écoutent cet excellent podcast quand ils rentrent chez eux, vont continuer à dev sur des projets perso à côté. Là où on voit peut-être plus dans les profils de gens en reconversion, des gens qui font ce métier-là, parce que c'est un métier intéressant, mais aussi c'est un métier dans lequel il y a des perspectives de progression qui sont quand même plus intéressantes et qui du coup n'ont pas forcément le temps à consacrer en dehors de ce taf-là à continuer à taffer en fait. Et moi je le vois, moi je suis passionné par ce sujet-là, vous en doutez, parce que je fais ça. Et quand je parlais au début, quand je parlais de mon podcast à tous les devs, j'étais persuadé que tous les devs allaient me dire ouais c'est canon, je vais écouter ton podcast. Et en fait il y en a plein qui m'ont dit mais moi quand je rentre le soir j'ai pas envie de continuer à bosser en fait, donc j'écoute pas ton podcast. Mais donc j'imagine bien que vous êtes en concurrence avec des gens qui non seulement font ce métier là depuis plus longtemps que vous, mais qui en plus même sur une journée de 24 heures en fait eux ils consacrent
déjà plus de temps parce qu'en fait, le soir, tu vois, le week-end, il continue aussi à s'acculturer sur d'autres trucs, quoi. Non ou... Oui, oui, oui. Alors, c'est une réalité. J'aimerais beaucoup qu'on aille interviewer les compagnes et les compagnons de ces personnes et les enfants de ces personnes. Et en fait, je veux dire, on a toutes et tous des journées de 24 heures. Et honnêtement, j'ai pas beaucoup de centres d'intérêt dans ma vie, mais par contre, ceux que j'ai sont extrêmement intenses et la programmation en fait partie. Donc, je me fais un peu l'avocate du diable parce que moi-même, j'écoute ton podcast, pas le soir, mais sur l'heure du déjeuner. Merci. Mais il y a un vrai truc aussi sociologique qui est que, bon, tant pis, je jette le truc, mais en fait, si t'es un homme, tu consacres probablement moins de temps aux tâches ménagères et plus de temps à écouter des podcasts tech. Alors que tu peux écouter un podcast en faisant tes tâches ménagères. Absolument, et c'est d'ailleurs ce que je fais aussi. Alors, les podcasts, ça passe. Mais c'est vrai que tout le truc de les profils classiques rentrent le soir et font du dev parce que c'est un métier passion. Mais ma question, c'est quand est-ce qu'ils font la machine? Est-ce qu'ils portent tout le temps des vêtements sales? Ou comment ça se passe en fait? Qui lave chez eux? Et qui achète les chips qu'ils mangent la nuit? Voilà, les fameuses. Non, mais en fait, il y a aussi un petit truc, et là, pour le coup, c'est vraiment sociétal, c'est ce mythe de la personne qui ne fait que ça. En fait, cette personne a une autre personne. Et généralement, c'est plutôt, dans les familles hétéros, c'est plutôt les hommes qui travaillent passion et les femmes qui aimeraient bien travailler passion, mais qui ont aussi la charge mentale. Donc là, il y a un truc de genre, je pense. Et aussi, il y a aussi une question de classe sociale. On en a moins parlé, mais c'est une réalité. Les gens qui sont en reconversion, qui n'ont pas fait d'école d'ingé, viennent de classes différentes. Bien et sûr, ouais. Typiquement, quand on n'habite pas dans le centre de Paris et qu'on a 3 heures de RER par jour, c'est pas ou qu'on doit s'occuper d'autres personnes de la famille, etc. Évidemment, le métier passion, ça peut être une passion, mais on n'a que 24 heures dans une journée. Donc pour moi, c'est un point super intéressant. C'est une question qu'il faudrait continuer à... Oui, et je retourne complètement le truc, juste en nuançant aussi. Oui, il y a des personnes qui font la reconversion parce que c'est un domaine où il y a des opportunités professionnelles et économiques, absolument. Mais je tiens aussi à souligner, pour en côtoyer beaucoup de ces personnes en reconversion, la passion de ces gens, qui est tout aussi intense, je pense, que celle des personnes qui vont dans des écoles d'ingénieurs. En réalité, là, ce week-end, par exemple, on a fait notre micro-bootcamp d'algorithmie. Les filles, elles étaient... de toute façon, l'effort intellectuel de se dire ça fait 10 ans que je fais un métier et je me remets dans une situation d'échec total, de commencer un nouveau métier que je ne connais pas, que je ne comprends pas, de prendre du temps pour aller apprendre un truc, donc un investissement financier non négligeable. Il y a un sacrifice colossal qui est fait qui mérite d'être plus que valorisé. Enfin, il faut être célébré, quoi. Absolument. Il faut au moins un peu de passion pour ça. Ouais. Absolument. Et puis une vraie passion fondamentale, un truc, un vrai intérêt pour les choses complexes, pour des choses qui sont pas juste du React. Je sais pas comment dire, mais c'est vraiment une joie de la complexité, du problem solving, et aussi de l'apprentissage d'apprendre des choses qu'on comprend pas, de se remettre en échec et de le faire avec joie et intérêt intellectuel. C'est quand même on rencontre des gens fabuleux. Il y a un dernier point aussi que j'aimerais évoquer. À chaque fois qu'on a parlé de recrutement ou de progression, tu as parlé, surtout Elisabeth, à chaque fois de le fait que les entreprises vont chercher des profils en reconversion. Tu vois, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a le sentiment que c'est soit une entreprise va chercher des devs et à ce moment-là ils vont se tourner vers des gens qui ont un parcours traditionnel, soit les gens vont chercher des gens en reconversion. Tu vois, il y a cette recherche spécifique de ce type de cursus-là. Après, les raisons pour lesquelles c'est fait, ça, je me dis que c'est tout un autre débat. Mais donc, est-ce que pour toi, c'est un critère spécifique ou c'est aujourd'hui à un niveau où juste c'est un candidat ou une candidate parmi d'autres qui sont évalués sur les mêmes critères que les autres? Alors, je pense que on est entre nous, personne n'écoute. Je pense que dans la réalité des entreprises,
non, c'est pas encore comme ça. C'est pas juste on cherche une personne pour faire du développement et on va regarder les CV de tout le monde de la même façon et tout est merveilleux. Je pense que c'est pas le cas. Je pense qu'il y a des entreprises qui ont des vraies politiques de diversité et inclusion qui vont faire que ces entreprises vont rédiger leur annonce, par exemple, de façon à attirer en fait des profils, par exemple féminins, mais aussi de minorités de genre et autres. Je pense que c'est un vrai choix. Après, je voudrais pas qu'on bascule dans le truc de dire qu'en fait on a recruté une femme parce qu'il nous fallait absolument une femme dans l'équipe. Ça, je pense que c'est un mythe. Oui, parce qu'en attendant, dans la réalité, on en voit très peu. Parce que dans la réalité, déjà, si vraiment ce mythe existait, en fait, on aurait beaucoup plus de collègues féminines. Et en plus, je pense qu'aucune entreprise ne prendrait le risque de recruter un mauvais profil ou un profil moyen simplement parce que c'est une femme ou une personne issue d'une minorité de genre. Ça coûte trop cher de recruter des beaucoup gens trop. Qui sont pas compétents. Ça, c'est Oui. une certitude. Après, je pense que oui, ça demande quand même... En fait, ça demande un effort de recruter des personnes qui sont pas juste le stéréotype du développeur, parce qu'il faut rédiger les annonces d'une certaine façon, parce qu'il faut travailler ces process d'entretien d'une certaine façon. Voilà, il y a tout ça. Et je pense que ça va être vraiment le nerf de la guerre des prochaines années, c'est aussi, une fois que la personne est en entreprise, comment tu l'accompagnes. Voilà. T'as envie d'ajouter quelque chose, Claire ou... Bah non, mais je suis complètement d'accord avec ça. En fait, j'ai fait un petit biais du survivant. C'est moi qui avais dit, en fait, moi, je vais chercher des entreprises dont je sais qu'elles sont intéressées, ou des projets dont je sais qu'ils sont intéressés par des profils diversifiés. En fait, c'était pas elles qui viennent me chercher. Loin de là. En réalité, les entreprises cherchent toujours la norme. Ce qu'il y a déjà. C'est plus facile à intégrer. C'est comme c'était avant. Enfin, tu vois, il y a une espèce de... Et on se ressemble. Et on se ressemble. Toute cette question. Donc oui, non, j'ai du mal à m'exprimer. Est-ce que tu évoquais aussi sur parce que vous évoquez aussi toutes les deux sur les besoins un peu spécifiques d'accompagnement de ces profils en reconversion. Donc on a parlé de cet aspect culture globale de la tech. Alors je sais que ça peut paraître con, mais en fait, c'est pas des choses qui intéresseraient que les profils en reconversion. J'imagine que même quelqu'un de junior qui commence dans ce métier-là peut bénéficier de ce genre de montée en compétences pour tout le monde, en fait. Ouais, 100%. Moi, c'est un truc auquel je pensais pendant que tu parlais de ça. Effectivement, quand une entreprise met en place, surtout, notamment pour les devs, parce qu'en vrai, la veille, l'apprentissage, ça fait partie du métier, même des personnes qui ont des parcours classiques, et même d'elles, comme si elles étaient des exceptions, tout ça, qui ont des parcours classiques. Et en fait, quand une entreprise met en place vraiment met des moyens sur la formation continue, les certifications, la formation, le partage de connaissances, parce qu'en fait, il y a plein de choses à apprendre tout le temps, que ce soit au niveau de la méthode, de problem solving, d'essayer de pas se battre quand on parle de TDD. Voilà, il y a beaucoup de choses à apprendre et tout le monde a y gagné, clairement. De toute façon, c'est généralement les entreprises, même dans tous les secteurs qui font de la formation en interne ou qui mettent l'accent sur la formation, généralement réussissent bien. C'est comme l'accessibilité, en fait. On le fait pour des personnes en situation de handicap, mais en fait, ça bénéficie à tout le monde. Exactement. Comme c'est bien dit. Absolument, et pour le coup, je pense que le fameux syndrome de l'imposteur pourrait être réduit, en fait, par le fait de mettre en place par exemple, des vraies universités d'entreprise, des actions comme ça qui aussi envoient le message de dire tu ne sais pas, ce n'est pas grave, tu peux apprendre. Et tu peux peut-être même le faire sur ton temps de travail rémunéré, ce qui du coup évitera de creuser le fossé entre la personne avec qui tu vis et toi. Oui, mais parce que quand tu sors d'école d'ingé, typiquement, tu n'as pas forcément une expertise en craft, TDD ou cloud. Même pas du tout, hein. Tu dis pas forcément, mais c'est extrêmement... Par contre, tu peux pas le dire, ça c'est embêtant. Mais en revanche, oui, du coup, ça peut être super de vraiment pratiquer la formation et le mentorat à l'intérieur. Canon. Pour terminer, j'aurais 2 questions rituelles pour vous, qui sont les questions rituelles de ce podcast. La première, c'est est-ce que vous avez un contenu à partager avec l'ensemble des auditeurs? Ça peut être un contenu tech ou non tech, ça peut être une série, un film ou une série, ce que vous voulez. Ma série préférée au monde, Halt and Catch Fire. Ah ouais, très bon. J'adore cette série. C'est une série qui commence dans les années 80 et qui va jusqu'au milieu des années 90.
qui parle des premiers ordinateurs personnels, qui parle des premiers jeux vidéo en réseau et qui nous amène jusqu'à Internet. J'adore cette série. Il y a un personnage féminin qui, pour le coup, est ultra stéréotypé, genre hackeuse androgyne qui a des problèmes dans la vie. Qui mange tout le temps des chips la nuit en plus. Mais il y a un autre personnage qui est une ingénieure qui fait du business. Alors, elle finit par faire du business, donc ça c'est un peu le fameux truc. Remarque, c'est réaliste parce que tu commences dans la tech, tu termines paratech dans du business. Mais ça permet de nuancer le propos. Et ouais, vraiment, je recommande cette série. Il y a 2 saisons, je crois, ou 3 saisons ? Oh, je crois qu'il y en a même 3. J'ai envie de dire 4, mais peut-être que je rêve. Non, je crois que c'était 4. Je crois que c'est 4 saisons. Tu saurais sur quelle plateforme on peut encore la trouver ? Ah. Là, je sais même plus où est-ce que je regardais ça, moi, à l'époque. Malheureusement, je ne peux pas conseiller les canaux par lesquels je regarde certaines séries. Et toi, Claire, qu'est-ce que tu aurais à nous conseiller ? C'est compliqué parce qu'il y a toujours des tonnes de choses. Mais en fait, moi, je pensais à un truc vachement plus tech et qui découle un peu du week-end qu'on a passé en bootcamp d'algorithmie. Mais je voudrais conseiller un livre qui s'appelle Grokking Algorithm. J'ai oublié le nom de l'auteur. Et ne t'inquiète pas, car je l'ai googlé pour toi en avance. Tu savais. Je savais que tu allais dire ça. Et ça c'est une cofondatrice. Alors, on me dit que Halt and Catch Fire est sur Prime. Ah, excellent. Bravo, excellent. Prime. Oui, donc Grokking Algorithm, qui est écrit par Aditya Bhargava. Et c'est un livre génial. En fait, ça parle des algorithmes, mais avec une pédagogie extraordinaire. Ça parle de choses complexes, mais de manière très simple. En plus, c'est rigolo, c'est drôle. Il y a des dessins trop mignons. Qui t'explique vraiment, enfin moi je trouve ça impressionnant, ce niveau de pédagogie et d'expliquer des choses hyper rébarbatives qui sont expliquées de manière rébarbative en fait la plupart du temps aussi bien, donc je conseille beaucoup ce livre. Ok, canon. On mettra les liens en description pour tout ça. Et pour terminer, la question la plus importante de ce podcast, est-ce que vous êtes plutôt espace ou tabulation, Claire ? Tabulation. Et Elisabeth ? Je crains d'être de la génération des tabulations. Très bien. Ouais. Merci. Mais maniaque quand même. Merci beaucoup à vous d'être venu sur ce podcast pour nous parler de tout ça. Merci à toi. Merci à toi. Et merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous êtes développeur ou développeuse depuis longue date et vous avez envie de faire une reconversion, je pense que c'est un signal pour le faire. La reconversion, quel que soit le sens dans lequel vous voulez la faire, c'est une super expérience. Ça demande beaucoup de courage, beaucoup de force. Mais si vous avez envie de vous lancer, lancez-vous, ça apportera plein de bonnes choses. Je vous remercie beaucoup aussi de partager ce podcast autour de vous. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.